Nous avons été désignés à la conférence des présidents, 2 de la mouvance, 2 de l'opposition, plus le président lui-même, ça fait 5 personnes. Il faut avouer que nous avons tenté de rechercher le consensus, mais ça n'a pas été du tout facile. Parce qu'en notre sein, on avait des points de vue très divergents et l'ambiance par moments était même surchauffée. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'on avait des préalables. Il faut avouer, nous n'étions pas qualifiés pour représenter toute l'opposition. Il y a des partis de l'opposition qui n'ont pas les représentants à l'Assemblée. Mais puisque c'est à la conférence que c'est décidé, il fallait d'abord être président. Il fallait être à la conférence des présidents avant qu'on ne puisse désigner. Dans cet état de choses a fait que nous avons mis des préalables que les gens n'ont pas suivis. Le premier préalable, c'était de dire que, étant donné que les lois sclérates qui ont causé, dont l'application a été très difficile, ont été érigées à l'Assemblée, il fallait plutôt réunir toute la classe politique. Mais celui qui a reçu la mission de chef de l'État, le président Mbedji, a estimé que lui, il devrait fonctionner avec les 10 partis qui ont exprimé leur intérêt à aller aux élections. Mais les 10 partis, là, les 10 partis ne sont pas les seuls partis de la classe politique. Il fallait tenir compte de beaucoup de partis, tels que le PCB, tels que la RB, qui bien sûr est légitime, mais qui n'allait pas aux élections. Donc déjà, le jeu était biaisé si nous tenons à trouver la solution au niveau de l'Assemblée. Nous l'avons exprimé. Mais si nous refusons de participer, ils vont dire que l'opposition a boycotté et nous allons nous retrouver dans la situation togolaise où le gouvernement aurait les goûts des freins, notamment pour aller seul aux élections. C'est ce que nous avons voulu éviter en acceptant de poursuivre les négociations. Donc, nous avons fait ce que nous pouvons. D'abord, pour dire qu'un parti doit aller aux élections, il va falloir qu'on puisse l'admettre sur la liste avec les conditions érigées par la Cour. Vous le savez, le certificat de conformité, qui est un machin de la Cour constitutionnelle, normalement ne devrait pas être parce que ce n'est pas inclus dans la loi. Alors, normalement, il faut que nous puissions avoir notre existence juridique. Voilà que la loi 2018-23 du 17 septembre 2018, en son article 56, stipule que 6 mois après, le parti qui ne se serait pas conformé, naturellement, va disparaître, va perdre son statut juridique. Et vous le savez, c'est une volonté politique qui a manqué pour que nous ne puissions pas avoir les certificats en question. D'abord, un récépissé, parlons plutôt même du récépissé, parce que le certificat, ça n'existe nulle part dans la loi électorale ou dans la charte des partis. Par rapport à la charte, par rapport au code, pour rien au monde, nous, on ne sera pas d'accord pour qu'on dise qu'on change le fondement. Par exemple, qu'on dise que désormais, dans notre pays, pour aller aux élections, il faut qu'on enlève le quitus fiscal. On ne sera pas d'accord. Parce qu'un bon citoyen, qui plus être une autorité, doit être exemplaire, doit être en règle vis-à-vis du fisc. Ça, là, on ne peut pas enlever. La deuxième chose, aujourd'hui, qu'on dise que nous voulons faire la réforme au niveau du système partisan pour consolider véritablement les partis politiques, qu'ils soient véritablement nationaux, qu'on dise qu'il faut des représentations 15 par commune. Ça là, on ne va même pas y toucher. Parce que désormais, il faut que dans notre pays, qu'on puisse assainir ce milieu-là. On ne touchera pas ces choses-là. La troisième chose que je pourrais dire de façon fondamentale, mais tout ce que nous faisons aujourd'hui là, c'est pour améliorer la gouvernance politique dans notre pays. Et on ne peut pas faire un truc comme ça aujourd'hui pour qu'une minorité, parce qu'ils sont contre là qu'on dise aujourd'hui, on rebrousse chemin. Mais ce qu'on nous a demandé, ce n'est pas pour toucher aux fondamentaux des lois. Quelles sont les voies et moyens qu'on peut trouver pour réouvrir le processus électoral afin que les autres puissent déposer, qu'on puisse les prendre en compte? Ça là ne changera pas les fondements des lois. C'est la mission que nous avons, ça. Comment on va faire? Quelles sont les dispositions de la loi qu'on peut toucher pour qu'on puisse permettre à ceux-là qui sont déjà éliminés ou bien qui n'ont pas pu déposer, pour qu'ils puissent déposer et qu'on puisse examiner en quoi ça peut
En quoi ça concerne les dispositions des fondements donc des lois. Donc, si c'est pour les fondements, on ne touchera pas aux fondements. Ça là, c'est clair. Quand moi j'ai lu, j'ai parcouru les propositions qui sont faites, j'ai déjà vu quelque part où il parle d'un représentant de l'opposition, un représentant de la mouvance. Ça là, on ne mettra pas dedans. Puisque aujourd'hui, quand nous avons voté la loi, le souci que nous avons aujourd'hui, c'est de réduire le coût des élections. C'est de réduire suffisamment le coût des élections. Comme on a encore grugé dans le budget de la Sénat, un représentant donc de l'opposition, un représentant de la mouvance sous prétexte qu'on veut faire de la transparence, chaque parti n'a qu'à envoyer son représentant, son délégué, et il reste là, il suit. C'est ça la transparence. Ce n'est pas d'aller alourdir donc le budget de la Sénat. Cet argent-là, on peut utiliser ça pour faire autre chose pour les Béninois. Ça là, c'est fondamental. Donc, finissons avec l'organisation des élections, on fait 20 milliards, 30 milliards. C'est terminé ça. On a des priorités, des défis à relever pour les Béninois. Et on veut réduire suffisamment le coût des élections. On ne peut pas, dans les propositions là, moi je vous donne déjà mon point de vue, même si on doit adopter ça, ça là, on doit enlever ça. Comment dans un bureau de vote, vous allez mettre 7 personnes et la Sénat doit payer. Ça ne fait pas sérieux. Donc, c'est pour vous résumer, pour dire qu'au niveau du bloc républicain, nous sommes très ouverts et nous sommes précis. Ce que nous voulons, c'est que quelles sont les dispositions de la loi qu'on peut toucher pour permettre à ce que ceux-là qui sont recalés, ou bien ceux qui n'ont pas pu déposer, qu'on puisse réexaminer leur dossier afin qu'on puisse augmenter le nombre de partis qui peuvent participer aux élections législatives. Point. Trait. Mais les fondements, on n'y touche pas. Si on trouve cette solution-là, le bloc républicain est partant. Mais si c'est pour réécrire la loi, si c'est pour revoir de fond en comble, comme certains de nos amis en face le disent, nous on n'est pas preneurs parce que nous sommes dans la logique donc de la réforme, nous sommes dans la logique donc d'améliorer la gouvernance dans notre pays, nous sommes dans la logique de relever un certain nombre de défis. Par une bonne gouvernance, on ne peut pas reculer. On ne peut pas aller aujourd'hui rechercher le consensus au niveau du Parlement. Parce que les deux lois mises en cause aujourd'hui, la charte des partis politiques et le code électoral, ces deux lois ont été votées par le Parlement et la majorité n'a pas encore changé au Parlement. L'esprit qui a animé, les motivations qui étaient les leurs n'ont pas changé. Donc nous pensons aujourd'hui que pour trouver un consensus, il faut le faire impérativement avec les acteurs politiques. Et lorsque le consensus sera trouvé, au niveau des concertations de la classe politique, on pourra en ce moment bien précis changer ce consensus-là en proposition de loi. Et c'est en ce moment bien précis que l'Assemblée rentre dans le jeu. La proposition de loi qui sera introduite au Parlement, c'est une proposition de loi qui aura en ce moment bien précis recueilli l'avis aussi bien de la minorité que de la majorité. Mais qu'on s'enferme au niveau de la conférence des présidents, qui pour nous est disqualifié pour une pareille discussion. Parce que dans cette conférence des présidents, vous avez la majorité des représentants de la conférence des présidents qui sont de la majorité parlementaire et qui, eux, ont procédé au vote des deux lois dont nous parlons. Il n'y a que 3 représentants de la minorité parlementaire dans la conférence des présidents. C'est le moment pour moi aussi de préciser que Maître Adrien Ngouedi, l'actuel président de l'Assemblée nationale, est disqualifié comme médiateur dans cette crise. Nous pensons qu'il jouera le rôle une fois que le consensus qui sera transformé en proposition de loi sera déposé sur sa table au Parlement. Mais il ne peut pas être médiateur alors qu'il est partie prenante. Pour nous, c'est inconcevable. Ce qui a été dit au niveau de la loi qu'ils ont appelée loi dérogatoire de la charte des partis politiques et loi dérogatoire du code électoral, pour nous, ce qui a été fait au Parlement hier ne nous concerne pas. L'autre chose que je voudrais préciser, que nos amis de la mouvance présidentielle ont annoncé sur tous les toits que la minorité parlementaire a besoin de report et que pour cela, il faudrait faire un amendement constitutionnel ou une révision constitutionnelle. On n'en a pas besoin. Je viens de dire que le consensus se trouvera au niveau du rassemblement des acteurs politiques et de la classe politique. Mais l'autre chose, c'est que l'arrêt du processus actuel, parce que dans le même temps où on parle de trouver un terrain d'entente, la Sénat continue de déployer son chronogramme. Et pour nous, les décisions ne peuvent plus se faire dans un climat de sérénité. Cela ressemble à souffler le froid et le chaud.
Pendant que le régime dit qu'il va falloir que nous puissions trouver des solutions, pendant ce temps, le régime continue de dérouler son chronogramme. Mais l'article 68 de notre Constitution permet au chef de l'État de faire deux choses fondamentales. La première chose, cet article permet au chef de l'État d'arrêter le processus. Après consultation du président de l'Assemblée nationale, après consultation du président de la Cour constitutionnelle, le chef de l'État arrête par un décret pris en Conseil des ministres le processus. La deuxième chose que le chef de l'État peut faire ici, c'est la chose qui est réclamée par l'ensemble des députés. Aujourd'hui, que le temps il est court et qu'il faut donner 45 jours. Donc le chef de l'État prend un décret et cela nous évite l'amendement constitutionnel. Dès que le chef d'État prend un décret pour dire j'accorde 45 jours après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale et le président de la Cour constitutionnelle, les 45 jours sont donnés par décret, on n'a plus besoin d'un amendement constitutionnel. Merci de nous donner l'occasion à l'USL d'opiner sur l'évolution des débats en cours au niveau du Parlement. L'USL tient à rappeler d'entrée de jeu que le processus tel qu'il a été lancé par le président de la République engageait d'abord les partis politiques à trouver en leur sein un consensus, et c'est ce consensus qui doit être proposé aux parlementaires pour le transformer en loi qui doit régir les élections législatives de 2019. Je pense que ce premier travail n'a pas été effectué comme cela devait l'être et que le travail parlementaire a commencé avec un comité paritaire qui a fait des propositions qui sont aujourd'hui présentées à la commission des lois pour que le travail parlementaire puisse se poursuivre. Nous pensons qu'il y a toujours la possibilité et même une nécessité à ce que le consensus au niveau des partis politiques soit consacré avant d'aller un peu plus loin. La meilleure preuve, c'est qu'au niveau des partis de l'opposition, nous n'avons travaillé que sur la modification des deux lois essentielles, à savoir la charte et le code électoral. Nous n'avons jamais évoqué en notre sein quelques modifications ou révisions de la Constitution. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable pour aller au terme de ce que nous réclamons, c'est-à-dire des élections inclusives. Il n'est pas nécessaire de rallonger de façon indéfinie le mandat de l'actuelle législature. Nous pensons qu'il est possible, et d'ailleurs nous avons fait une proposition de calendrier qui tient dans les délais constitutionnels pour pouvoir nous mettre d'accord. Il est extrêmement facile d'aboutir à ce consensus-là s'il y a la bonne foi, s'il y a la bonne volonté au niveau de tous les parlementaires pour rester dans l'esprit exposé par le président de la République, si tant est que cet esprit est aussi très positif. Il ne s'agit pas d'un vote mécanique, classique à l'Assemblée où une loi vient et on la vote à la majorité. Nous sommes dans un cadre exceptionnel où normalement l'Assemblée n'a plus le pouvoir de toucher aux lois qui doivent régir les élections. Nous sommes à quelques jours. Le protocole de la CEDEAO interdit de toucher à ces lois à moins de 6 mois, mais autorise qu'on le fasse s'il y a consensus. Ça veut dire que le consensus doit précéder toute modification. Et donc à partir du moment où le consensus est obtenu au sein des partis politiques, les députés sont là juste pour porter, pour sublimer ce consensus-là, le valider. Donc attendons que le consensus soit réellement fait au niveau des partis politiques. Il ne s'agit pas d'envoyer des propositions de loi au niveau de la commission des lois qui va la présenter avec son rapport en plénière et on verra si à la majorité simple ou à la majorité ou qualifiée qu'on est en train de lire dans les propositions, telle loi ou telle autre serait adoptée ou pas. Non. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau partage le principe de l'organisation des élections inclusives apaisées. Mais en même temps que nous souhaitons que les élections soient inclusives, l'UDBN ne souhaite pas qu'on puisse jeter l'eau qui a servi à laver le bébé avec le bébé en même temps. Cela veut dire que la réforme du système partisan ne doit pas être totalement balayée du revers de la main quand il s'agira de toucher aux différentes lois. C'est justement pourquoi nous avons formulé des propositions donc, qui touchent à des amendements au niveau des deux lois, mais avec comme point principal notre désir de voir la convocation du corps électoral maintenue, n'est-ce pas, au 28 avril 2019, pour partir du principe de manière globale. Pour aller un peu plus en détail sur les propositions de l'UDBN,
Elle s'articule essentiellement autour des articles 242, 249, 45 et 46. Évidemment, l'article 242, nous pensons à l'UDBN qu'à l'occasion de ces amendements, il importe que les nouvelles lois modificatives puissent tenir compte de l'expression du suffrage, n'est-ce pas, et au niveau des circonscriptions électorales, qu'on respecte le choix des électeurs au niveau de chaque circonscription électorale. C'est très important pour nous, pour la préservation de la paix. Donc, au niveau de l'article 242. L'article 249, et vous auriez remarqué qu'il n'y a que le parti UDBN qui ait fait cette observation. Nous avons souhaité qu'on puisse profiter de cette correction-là pour corriger une forme d'injustice vis-à-vis des jeunes, parce qu'il était dit au niveau de l'article 249 qu'il fallait pouvoir voter à partir de 18 ans, mais on n'est éligible qu'à 25 ans. Nous avons souhaité à l'UDBN qu'on puisse opérer une réduction et que déjà à 21 ans, les jeunes puissent être autorisés à être candidats. Ça, c'est une proposition formulée, je crois, seulement par le parti UDBN. Au niveau de l'article 45, nous avons souhaité que, évidemment, les délais puissent être raccourcis. On ne pourra plus déposer les listes de candidature 45 jours avant le démarrage officiel de la campagne, mais qu'on ramène cela à un maximum de 20 jours. Et au niveau de l'article 46, qu'on soit moins contraignant et qu'on permette aux partis politiques, n'est-ce pas, de pouvoir opérer à quelques corrections après le dépôt des listes à la Sénat, qu'on leur donne 72 heures pour se mettre à jour sur des questions de pièces ou de données manquantes. L'article 242, nous le savons tous, les regards sont tournés vers cet article parce qu'il concentre en lui seul peut-être la réforme du système partisan qui veuille qu'on puisse réduire le nombre de partis politiques, mais en même temps que l'UDBN est d'accord pour qu'on ait des partis politiques plus forts. En même temps, nous ne souhaitons pas que le critère de 10%, voilà, pour pouvoir évidemment valider un siège, nous ne voulons pas que cela vienne en contradiction avec le suffrage exprimé par les populations d'une circonscription électorale. Cela veut dire que pour nous, cela ne s'entend pas qu'un parti politique puisse gagner peut-être la totalité des sièges d'une circonscription électorale, mais que le parti politique, in fine, ne voit pas ses représentants siéger parce qu'ils n'auraient pas réussi à obtenir 10% au niveau national. Donc c'est un point qui nous inquiète à l'UDBN. Ça ne nous inquiète pas parce que nous ne sommes pas en mesure, nous, à l'UDBN, d'obtenir les 10%, mais ça nous inquiète parce que c'est un article chrysogène, parce que nos populations pourraient ne pas comprendre que des gens pour qui elles ont voté, finalement, soient déclarés inéligibles. Même si la mandature devait glisser au-delà de 15 mai, on n'a pas besoin de toucher la constitution. Qu'on me dise quelle constitution nous avons touchée pour que ça passe du début avril au 22 avril à la 4e législature. Et de la 4e législature à la 6e pour que ça passe au 15 mai. On n'a pas eu. Si nous devons tomber dans un vide juridique, on observe le vide juridique et on continue. On n'a pas besoin pour cela de réviser la Constitution. On n'a pas besoin. Il y a des gens qui agissent un certain nombre d'articles de la Constitution qui portent des gemmes d'un danger. Lorsqu'on dit aller à l'article 168 pour permettre au chef de l'État de le faire, mais c'est extrêmement dangereux. Ça va être une jurisprudence très grave. Lorsque le chef de l'État va se baser sur cet article pour prolonger le mandat des députés, mais ça veut dire qu'il peut rester de là également pour prolonger le mandat de n'importe quelle institution de la République, y compris son propre mandat. Lorsque nous allons permettre au président de dire, bon, prenez cet article, faites-en l'usage et prolongez-le. Et s'il le prolonge d'un an,
Et sur le plan de 2 ans, pour dire que, bon, compte tenu de ce qui se passe, il veut que les élections coïncident en 2021. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc c'est pour ça, il ne faut pas se glisser, il ne faut pas se hasarder à lui permettre de faire usage de l'article 168. Moi, je crois qu'il y a un certain nombre. Lorsque également, on va demander à la Cour de prendre une décision, c'est extrêmement dangereux, ça va être un précédent, parce que la Cour peut faire usage de ça pour, naturellement. Seul le consensus. Si nous avons le consensus, ça a valeur constitutionnelle. Avec le consensus, nous pouvons tout faire. Et si vraiment nous avons la bonne foi, si nous voulons vraiment ouvrir pour avoir des élections inclusives, je crois que le BMP devra pouvoir nous aider, parce qu'ils sont plus nombreux, ils le savent. Ils peuvent bloquer à tout moment, mais la bonne foi veut que tout le monde aille vers ce que nous voulons. Nous sommes dans un processus de recherche de solutions consensuelles en vue de sortir de cette crise et permettre d'aller à des élections inclusives. Nul n'a intérêt à ce que la situation reste en l'état. Les propositions ont été faites, la conférence des présidents les a analysées et tout cela a été communiqué lors de la plénière. Les députés, depuis hier, nous sommes en possession donc officiellement de ces propositions. C'est maintenant que nous avons commencé à y réfléchir, ce qui est sûr. Nous sommes encore convoqués pour une plénière le jeudi. Et ce jeudi, certainement, tout cela doit être transformé en propositions concrètes de loi, portées par des députés pour être donc affectées à la commission des lois. Nous allons sereinement en débattre. Au sein de mon parti politique, nous ne sommes pas encore réunis pour savoir quelle position adopter par rapport à toutes ces propositions. Mais ce qui est sûr, je sais que nous sommes dans la démarche d'aller vers une solution consensuelle. Et c'est ce que je puis dire pour le moment sans pouvoir aller au fond des débats. Mais pour ma part, en tant que député, en tant qu'acteur politique, c'est la révision de la Constitution, la proposition portant sur la révision de la Constitution qui me gêne un tout petit peu, étant donné que dans ce pays, nous avions souhaité apporter donc des touches chirurgicales à notre Constitution pour pouvoir insérer certaines choses telles que la représentation des femmes au sein des instances de décision, telles que l'institution de la Cour des comptes, le groupage des élections pour aller à des élections générales. C'était un tollé, ce fut un tollé général. Et ceux qui, à l'époque, ont crié qu'on ne doit toucher à aucun iota de la Constitution, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, quand ils seront en difficulté, qu'ils puissent accepter même l'idée qu'on aille vers une retouche, ne serait que circonstanciée, ponctuelle de la Constitution pour pouvoir les extirper de leurs difficultés. Non, je pense que nous allons chercher les solutions ailleurs, mais moi, personnellement, je ne serai jamais pour la révision de la Constitution d'un article quelconque de la Constitution. J'entends déjà faire porter ce chapeau à la majorité présidentielle. J'entends dire que c'est le BMP qui a fait cette proposition, alors qu'ils sont dans le pays, ils savent que ni l'Union progressiste, ni le Bloc républicain n'ont fait aucune proposition. Nous avons plutôt dit que nous n'étions pas en difficulté outre mesure et que nous attendions les propositions de ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont été recalés, à savoir l'opposition, pour pouvoir les étudier avec eux et afin de les sortir du pétrin et quand même permettre de redorer le blason de notre démocratie et tout de suite commencer à faire porter l'idée de retoucher la Constitution à la majorité présidentielle. Cela risque de faire braquer certains et de les faire camper sur leur position et ça ne va pas permettre d'avancer. Je voudrais tout de suite leur dire qu'ils arrêtent avec ça parce que moi je sais que je n'ai participé nullement à aucune proposition qui va dans ce sens. Ce qui est sûr, nous avons dit, nous voulons sortir de cette crise, mais pas au détriment de l'autre. Chacun ne va pas vouloir sortir de cette crise en voulant plonger l'autre. Non, de façon consensuelle, nous allons discuter, débattre des propositions qui sont faites, hormis celle de retoucher la Constitution, et nous verrons ce qui est faisable pour que nous ayons des élections inclusives.